Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un cours sur les fonctions affines. Cette vidéo est de niveau seconde. On va commencer avec premièrement une définition. Soit M et P deux réels. La fonction f définie sur R l'ensemble des réels par f de x égale mx plus p est une fonction affine. Le coefficient m s'appelle coefficient directeur. Le coefficient p, qui est égal en fait à f de 0, c'est-à-dire l'image de 0, qui est égal donc à m fois 0 plus p, je remplace x par 0, m fois 0 ça fait 0, donc j'ai 0 plus p, ça donne bien p. Donc le coefficient p qui correspond à l'image de 0 s'appelle ordonnée à l'origine, puisqu'effectivement, si 0 est une abscisse, f de 0 c'est son ordonnée, c'est l'ordonnée de l'origine. Donc le coefficient p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale x sur 2 moins 3. Alors, cette fonction, je vais l'exprimer différemment pour mettre en avant le coefficient m et le coefficient p. En effet, je peux écrire que f de x est égal à 1 demi de x, 1 demi fois x, plus moins 3. Donc, on voit bien que ici, m est donc égal à 1 demi et que p est égal à moins 3. Donc, la fonction f définie sur R par f de x égale x sur 2 moins 3 est une fonction affine avec m qui est égal à 1 demi et p qui est égal à moins 3. Je vais voir maintenant un deuxième exemple. La fonction f définie pour tout réel x différent de 0 par f de x égale 2 divisé par x moins 3, qui est égal donc à 2 fois 1 sur x plus moins 3, n'est pas une fonction affine. Pourquoi? Parce que ici, au lieu d'avoir 2 fois x, j'ai 2 fois 1 sur x plus moins 3. Le 1 sur x fait que cette fonction f n'est pas une fonction affine. Donc on va voir maintenant des cas particuliers de fonctions affines. Dans le cas où p est égal à 0, la fonction f définie sur R par f de x égale mx, m fois x plus 0, c'est-à-dire m fois x, mx, est appelée fonction linéaire. Donc les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions affines. Dans le cas où m est égal à 0, la fonction f définie sur R par f de x égale 0 fois x plus p, c'est-à-dire en fait 0 plus p, c'est-à-dire p, donc f de x égale p, est une fonction constante. Donc on peut dire aussi que les fonctions constantes sont des cas particuliers de fonctions affines. Donc on va voir maintenant, deuxièmement, proportionnalité des accroissements. Théorème, soit f une fonction définie sur R. Les deux propositions suivantes sont équivalentes. Proposition numéro 1, il existe un réel m tel que pour tout réel x et x' distincts, f de x moins f de x', le tout divisé par x moins x' est donc égal à m, que l'on peut aussi écrire sous la forme delta y divisé par delta x. Alors le delta, c'est le d majuscule grec pour différence. Deuxième proposition, f est une fonction affine. Donc, quand on dit que deux propositions sont équivalentes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si la proposition 1 est vraie, alors cela implique la proposition 2. De même que si la proposition 2 est vraie, c'est-à-dire qu'on a une fonction affine, alors cela implique que la proposition 1 est vraie. Voilà ce que veut dire lorsque deux propositions sont équivalentes. Alors, lorsqu'on veut démontrer une équivalence, on est obligé de démontrer dans un premier temps que si 1 est vrai, alors ça implique que 2 soit vrai, et ensuite, si 2 est vrai, alors ça implique que 1 est vrai. On va donc effectuer la démonstration de ce théorème. On va commencer par la première implication, c'est-à-dire, on va partir du fait que on suppose que la proposition 1 est vraie. En particulier pour x' qui est égal à 0 et x différent de 0. Nous en déduisons qu'il existe un réel m tel que, pour tout réel x différent de 0, f de x moins f de 0, le tout divisé par x moins 0 est donc égal à m, et ça on peut l'écrire, f de x moins f de 0, le tout divisé par x.
d'où f de x moins f de 0 égale mx égale m fois x, soit en notant l'image de 0, f de 0 égale p, hein, si je note l'image de 0, f de 0 égale p, on obtient pour tout réel x, f de x égale mx plus p. Ainsi, f est une fonction affine. Donc, on est parti de la proposition 1 et on est arrivé à la conclusion suivante, que la proposition 2 était vraie. F est une fonction affine. On va maintenant faire la démonstration dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va supposer que la proposition 2 est vraie, et l'on va démontrer que cela implique la proposition 1. Nous supposons que la fonction f est affine. Il existe deux réels, m et p, tels que pour tout réel x, f de x égale mx plus p. Pour tout réel x et x' distincts, nous en déduisons que f de x moins f de x', le tout divisé par x moins x' est donc égal à mx plus p, m fois x plus p, ça c'est f de x, moins f de x', c'est-à-dire mx' plus p. Donc si le moins je le distribue dans la parenthèse, cela va me donner moins mx' moins p. Donc je vais me retrouver avec mx moins mx' plus p moins p. Alors plus p moins p, ça s'élimine. Je vais factoriser par m et je vais me retrouver avec m multiplié par x moins x', entre parenthèses, le tout divisé par x moins x'. On voit que le terme x moins x' va donc se simplifier, va s'éliminer, et donc il va rester m. Et donc j'arrive à la proposition 1. La proposition 1 est justifiée. Je suis parti de l'hypothèse de la proposition 2, c'est-à-dire que l'on avait affaire à une fonction affine, et on arrive à la justification de la proposition 1. Voilà, on a donc démontré ce fameux théorème. On va faire maintenant plusieurs remarques. On rappelle que deux nombres x1 et x2 sont proportionnels respectivement au nombre y1 et y2 si leurs rapports sont égaux. C'est-à-dire que y1 sur x1 égale y2 sur x2. Alors ce rapport est égal à m. M est le coefficient de proportionnalité. M est parfois appelé coefficient multiplicateur, car pour connaître y1 ou y2 à partir de x1 ou x2, on effectue une multiplication. En effet, y1 égale m fois x1 et y2 égale m fois x2. On reconnaît ici d'ailleurs facilement ce qu'on appelle une fonction linéaire. On peut donc dire que pour une fonction linéaire donnée, toutes les images sont proportionnelles aux antécédents. Je rappelle que les images, en gros, c'est y, qui est égal à f de x, et les antécédents, c'est x, suivant le coefficient de proportionnalité m, car f de x égale m fois x, m qu'on appelle aussi le coefficient directeur. Donc je répète, on peut dire que pour une fonction linéaire donnée, toutes les images sont proportionnelles aux antécédents, suivant le coefficient de proportionnalité m, car f de x égale m fois x, m étant le coefficient aussi, qu'on appelle aussi le coefficient directeur. Par exemple, la loi d'Ohm, qui est égale à U, donc qui correspond à U qui est égal à F de I, U étant la tension, I le courant, qui est égal à R fois I, la résistance fois le courant, traduit une situation de proportionnalité entre la tension aux bornes de la résistance et le courant qui traverse cette résistance. À toute situation de proportionnalité, on peut donc associer une fonction linéaire. Cette fonction linéaire modélise la situation de proportionnalité. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Je le répète, cette fonction linéaire modélise la situation de proportionnalité. Alors, on va voir que pour les fonctions affines, c'est différent. Pour une fonction affine, c'est l'accroissement des images qui est proportionnel à l'accroissement des antécédents, car on a delta y divisé par delta x qui est égal à m. Alors delta y c'est l'accroissement des images, delta x c'est l'accroissement des antécédents, m c'est le coefficient directeur de la fonction affine, qu'on appelle aussi donc dans ce cas-là le coefficient de proportionnalité. Donc on voit bien que contrairement à une fonction linéaire, pour une fonction affine, c'est l'accroissement des images qui est proportionnel à l'accroissement des antécédents. Cette propriété de proportionnalité des accroissements permettra de calculer facilement le coefficient directeur m d'une fonction affine. Donc maintenant, on va voir un exemple. Déterminer la fonction affine f telle que f de moins 6 est égal à 5 et f de 3 est égal à moins 1.
Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer de faire l'exercice. On va ensuite corriger. F est une fonction affine, d'où pour tout réel x, f de x égale mx plus p, avec m qui est donc égal à f de 3 moins f de moins 6, le tout divisé par 3 moins 6, soit m égale, donc f de 3 ça fait moins 1, moins f de moins 6 ça fait 5, donc moins 1 moins 5, le tout divisé par 3 moins 6 ça fait plus 6, donc 3 plus 6, c'est-à-dire 9. On va se retrouver donc avec un m qui est égal à moins 6 neuvième. Après simplification en divisant par 3 le numérateur et le dénominateur, on se retrouve avec moins 2 tiers. Ainsi, f de x égale 2 tiers de x plus p. Il va falloir maintenant déterminer l'ordonnée à l'origine. On a dans un premier temps déterminé le coefficient directeur de la fonction affine. On va maintenant déterminer l'ordonnée à l'origine. On va pour cela utiliser par exemple que f de 3 égale moins 1. Hein. On va utiliser f de 3 qui est égal à moins 1. Alors, f de 3 est donc égal à moins 2 tiers multiplié par 3 plus p qui est égal à moins 1. Moins 2 tiers multiplié par 3, cela va nous donner donc moins 2. Je vais me retrouver avec moins 2 plus p qui est égal à moins 1. Le moins 2, je le fais passer dans le membre de droite de l'égalité et je vais obtenir plus 2. P est donc égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc ça y est, p est égal à 1. F est la fonction définie sur R par f de x égale moins 2 tiers de x plus 1. Alors, j'aurais pu aussi utiliser, si j'avais voulu, au lieu de prendre f de 3 qui est égal à moins 1, j'aurais pu aussi utiliser f de moins 6 qui est égal à 5. En effet, si j'utilise f de moins 6 qui est égal à 5, je fais donc f de moins 6 est donc égal à moins 2 tiers fois moins 6, hein, je remplace x par moins 6 plus p. Si je fais moins 2 tiers fois moins 6, moins multiplié par moins, ça fait plus. Ici, 6 c'est 2 fois 3, je simplifie par 3, il me reste au numérateur 2 fois 2, c'est-à-dire qu'il va me rester 4. Je vais donc me retrouver avec 4 plus p qui est égal à 5. Je fais passer le nombre 4 dans le membre de droite de l'égalité, et je vais me retrouver avec un p qui est donc égal à 5 moins 4, c'est-à-dire 1. Je retrouve exactement la même chose. On voit, c'est rassurant que pour calculer donc l'ordonnée à l'origine, je peux donc utiliser soit f de 3 égale à moins 1, mais je peux, si je veux, utiliser f de moins 6 égale 5. À la fin, je vais me retrouver avec la même valeur pour le coefficient p, pour l'ordonnée à l'origine. F est la fonction définie sur R, l'ensemble des réels, par f de x égale moins 2 tiers de x plus 1. Donc maintenant, troisième paragraphe, variation. F est une fonction affine définie sur R l'ensemble des réels par f de x égale mx plus p, où m et p sont deux réels. Propriété, si m est strictement positif, alors f est une fonction strictement croissante. Si m est strictement négatif, alors f est une fonction strictement décroissante. Et enfin, si m est égal à 0, alors f est une fonction constante. Donc tout ça fait appel à la notion de variation qui a déjà été vue dans une vidéo précédente sur la notion de fonction et la notion de variation d'une fonction. Je vous engage à aller voir cette vidéo si vous n'êtes pas au fait de tout ce qui est variation de fonction. On va maintenant voir une démonstration donc de cette propriété. Soit x1 et x2, donc deux réels, m étant strictement positif, x1, on part du principe que x1 est strictement inférieur à x2, donc si je multiplie par m les deux membres de cette inégalité, m fois x1 est donc strictement inférieur à m fois x2, je rappelle que quand je multiplie par un nombre strictement positif les deux membres d'une inégalité, je ne change pas le sens de l'inégalité puisque m est strictement positif. Si m avait été négatif, ce n'aurait pas été la même chose. Mais là, comme m est strictement positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc j'ai toujours m fois x1, mx1 qui est strictement inférieur à mx2. Je peux rajouter p à chaque membre de cette inégalité. Ça ne va pas non plus changer le sens de l'inégalité. Donc je vais me retrouver avec m fois x1 plus p strictement inférieur à m fois x2, mx2 plus p. C'est-à-dire, je vais me retrouver avec f de x1 strictement inférieur à f de x2. Et donc, on peut dire que f est strictement croissante, parce que quand f est strictement croissante, cela conserve l'ordre, c'est-à-dire que si j'ai x1 strictement inférieur à x2,
alors je vais avoir f de x1 strictement inférieur à f de x2. Alors ensuite, cette fois m étant strictement négatif, x1 strictement inférieur à x2, eh bien par contre c'est équivalent à dire que m de x1 est strictement supérieur à m de x2, puisque je multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre qui est strictement négatif, donc je vais changer le sens de l'inégalité. Hein, ça fait partie, c'est une des propriétés au niveau de la résolution des inéquations, des inégalités. Donc j'ai bien ici m de x1 qui est strictement supérieur à m de x2. Par contre, si j'ajoute le même nombre à chaque membre de cette inégalité, je ne change pas le sens de l'inégalité, et je vais donc me retrouver avec m de x1 plus p strictement supérieur à m de x2 plus p, c'est-à-dire avec f de x1 strictement supérieur à f de x2. Donc f est strictement décroissante. Ça ne conserve pas l'ordre, puisqu'ici, j'ai x1 qui est strictement inférieur à x2, et qu'au final, je me retrouvais avec f de x1 strictement supérieur à f de x2. Ici, je n'ai pas une conservation de l'ordre, contrairement à précédemment, où là, j'avais x1 strictement inférieur à x2, et au final, je me retrouvais avec f de x1 strictement inférieur à f de x2. Donc, dans le cas où m est strictement négatif, on peut en déduire que f est strictement décroissante. On peut donc rajouter que f est strictement décroissante, eh bien, ça ne conserve pas l'ordre. On va voir maintenant donc des exemples. La fonction f définie sur R par f de x égale moins 3x plus 5 est une fonction affine strictement décroissante. Pourquoi? Puisque m est égal à moins 3 et m est strictement négatif. La fonction g définie sur R par g de x égale 2x moins 7 est une fonction affine strictement croissante car m est égal à 2 et m est strictement positif. Donc ça fait partie maintenant d'un résultat de cours. Donc maintenant, quatrièmement, signe de mx plus p avec m strictement différent de 0, pardon. M doit être différent de 0. Propriété, soit f, la fonction affine définie sur R, l'ensemble des réels, par f de x égale mx plus p avec m différent de 0. F de x est du signe de m pour les valeurs de x supérieures à moins p sur m et du signe de moins m pour les valeurs de x inférieures à moins p sur m. On va voir maintenant la démonstration de cette propriété importante. L'on va maintenant effectuer la démonstration. Si m est différent de 0, alors l'équation mx plus p égale à 0 admet pour solution x qui est égal à moins p divisé par m. On comprend pourquoi m doit être différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. On va maintenant effectuer la démonstration de ce résultat. Je vais partir de mon équation mx plus p qui est égal à 0. Je vais soustraire à chaque membre de l'équation le nombre p. Je vais donc me retrouver avec l'égalité suivante, mx plus p moins p est donc égal à 0 moins p. Ici, ça va se simplifier et au final, je vais me retrouver avec l'égalité mx qui est donc égal à moins p. Le fait d'avoir déplacé p dans le second membre, cela lui rajoute ici le signe moins. Alors maintenant, je vais diviser par m chaque membre de cette égalité. Je vais donc me retrouver avec mx, m fois x, divisé par m, qui est donc égal à moins p divisé par m. Après simplification, j'arrive au résultat suivant, x est donc égal à moins p divisé par m. C'est bien la solution de mon équation mx plus p égale à 0. Si m est strictement positif, alors f est strictement croissante. Ça a été démontré précédemment. Donc, pour tout réel x strictement inférieur à moins p divisé par m, f de x est donc strictement inférieur à f de moins p divisé par m. Pourquoi? Puisque une fonction qui est strictement croissante conserve l'ordre. Donc, pour tout réel x qui est donc strictement inférieur à moins p divisé par m, je vais avoir f de x qui est strictement inférieur à 0. Pourquoi? Parce que f de moins p divisé par m, c'est égal à 0, car x qui est égal à moins p divisé par m est solution de l'équation mx plus p qui est égal à 0. Donc on a bien ici f de moins p divisé par m qui est égal à 0, et donc pour tout réel x strictement inférieur à moins p divisé par m, f de x va être strictement négatif.
On peut aussi écrire que pour tout réel x qui va être strictement supérieur à moins p divisé par m, on va donc avoir f de x qui va être strictement positif. Par contre, on sait que pour x qui est égal à moins p divisé par m, je vais avoir f de x qui est égal à 0. D'où le tableau du signe de f de x, avec ici une première ligne qui correspond à toutes les valeurs possibles de x, une deuxième ligne qui correspond au signe de f de x, et on voit bien que pour toutes les valeurs de x qui sont strictement inférieures à moins p divisé par m, je vais avoir un f de x qui va être donc négatif. Pour toutes les valeurs de x qui seront strictement supérieures à moins p divisé par m, je vais avoir un f de x qui va être positif, et pour x qui est égal à moins p divisé par m, je vais avoir un f de x qui va être égal à 0. Si maintenant m est strictement négatif, alors f est strictement décroissante. Ça a été démontré précédemment. Donc, pour tout réel x strictement inférieur à moins p divisé par m, je vais donc avoir f de x qui va être strictement supérieur à f de moins p divisé par m. Car lorsqu'une fonction est strictement décroissante, elle ne conserve pas l'ordre. Je sais que f de moins p divisé par m est égal à 0, puisque x qui est égal à moins p divisé par m est solution de l'équation mx plus p égale à 0. Donc pour tout réel x strictement inférieur à moins p divisé par m, je vais donc avoir f de x qui va être strictement supérieur à 0. Et l'on peut dire aussi que pour tout réel x qui va être strictement supérieur à moins p sur 2m, dans le cas où je vais avoir un m qui va être strictement négatif, eh bien je vais avoir un f de x qui va être là aussi strictement négatif. Lorsque x sera égal à moins p divisé par m, eh bien par contre, f de x sera égal à 0, puisque x qui est égal à moins p divisé par m est solution de l'équation mx plus p égale à 0. D'où le tableau du signe de f de x, toujours pareil, avec ici une première ligne qui correspond à toutes les valeurs possibles de la variable x, ici une deuxième ligne qui correspond au signe de f de x. On voit que cette fois, lorsque m est strictement négatif, pour toutes les valeurs de x qui sont strictement inférieures à moins p divisé par m, eh bien f de x sera de signe positif. Pour toutes les valeurs de x qui sont strictement supérieures à moins p divisé par m, eh bien f de x sera négatif. Et pour x qui est égal à moins p divisé par m, on va avoir un f de x qui va être égal à 0. Par conséquent, si m est différent de 0, on a ici un tableau qui va reprendre les deux tableaux précédents. En effet, si l'on a par exemple m qui est strictement négatif, alors je vous rappelle que moins m sera strictement positif. Donc dans ce cas-là, on a bien lorsque x est strictement inférieur à moins p divisé par m, le signe de f de x qui sera du signe de moins m, c'est-à-dire qui sera donc strictement positif. Si les valeurs de x sont strictement supérieures à moins p divisé par m, alors le signe de f de x sera du signe de m, c'est-à-dire strictement négatif. Donc on retrouve bien finalement le tableau que l'on a vu précédemment, mais en plus, on a aussi le cas, si m est strictement positif, alors cette fois, moins m va être strictement négatif. Et là, on retrouve aussi le fait que si x est strictement inférieur à moins p divisé par m, dans le cas où m est strictement positif, eh bien le signe de f de x sera du signe de moins m, c'est-à-dire sera strictement négatif pour les valeurs de x strictement inférieures à moins p divisé par m. Alors que pour les valeurs de x qui seront strictement supérieures à moins p divisé par m, on va avoir un signe de f de x qui sera égal au signe de m, c'est-à-dire qui sera strictement positif. On retrouve donc bien les deux tableaux, avec cette fois un tableau unique. Alors pour mettre en pratique ce résultat, on va faire des exemples. Alors premièrement, déterminer le tableau de signes de la fonction f, défini sur R l'ensemble des réels par f de x égale moins 3x plus 2. On a m qui est égal donc à moins 3, m est strictement négatif. Moins 3x plus 2 égale à 0 est équivalent à dire que moins 3x égale moins 2. Si je fais passer le 2 dans le membre de droite, ça va devenir moins 2. Je divise par moins 3 les deux membres de cette égalité, je vais me retrouver avec moins 3x divisé par moins 3, c'est-à-dire x est donc égal à moins 2 divisé par moins 3. Après simplification, x égale 2 tiers.
Donc j'ai ici mon tableau de signes de la valeur de f de x, hein, mon tableau de signes de f de x, avec une première ligne qui va correspondre à toutes les valeurs possibles pour x, une deuxième ligne qui correspond au signe de f de x, et on voit bien que pour les valeurs de x qui sont strictement inférieures à 2 tiers, je vais avoir f de x qui va être positif, strictement positif. Pour les valeurs de x qui sont strictement supérieures à 2 tiers, je vais donc avoir un f de x qui va être négatif, strictement négatif. Et pour x qui est égal à 2 tiers, f de x sera égal à 0. On retrouve bien ici pour le plus le signe de moins m, puisque m est strictement négatif, et ici le signe de m, puisqu'en étant négatif, eh bien j'ai bien ici le signe de m. On va voir maintenant un deuxième exemple. Déterminer le tableau de signes de la fonction g définie sur R par g de x égale 2x moins 3. Cette fois, on a m qui est égal à 2, m qui est strictement positif. 2x moins 3 égale à 0, c'est équivalent à écrire que 2x égale 3. Toujours pareil, je fais passer le moins 3 dans le membre de droite, il devient 3. Je divise par 2 les deux membres de cette égalité. 2x divisé par 2, ça fait x, qui est donc égal à 3 divisé par 2, 3 demi. J'ai ici mon tableau de signes avec une première ligne qui correspond à toutes les valeurs possibles pour x, une deuxième ligne qui correspond au signe de g de x. On voit bien que pour les valeurs de x qui sont strictement inférieures à 3 demi, je vais donc avoir un g de x qui va être strictement négatif. Pour toutes les valeurs de x qui sont strictement supérieures à 3 demi, je vais donc avoir un g de x qui va être strictement ici positif. Et pour x qui est égal à 3 demi, g de x sera égal à 0. On retrouve là aussi le signe de moins m, puisque m étant strictement positif, ici j'ai bien le signe de moins m, et ici j'ai bien le signe de m. Donc maintenant, cinquièmement, courbe représentative, soit m et p deux réels. La courbe représentative de la fonction affine f définie sur R, l'ensemble des réels, par f de x égale mx plus p, et la droite d'équation y égale mx plus p. Donc la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite. On a résumé ici les trois cas possibles. Tout d'abord, m qui est strictement négatif. On a démontré qu'à ce moment-là, la fonction affine était strictement décroissante. C'est pour ça que l'on a une droite qui, entre guillemets, descend. On a ici le point d'abscisse moins p divisé par m qui a pour image 0, qui est le point d'intersection entre la droite D et l'axe des abscisses. On a ici l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'image de 0, f de 0 qui est égal à p. Si je remplace x par 0, j'ai bien f de 0 qui est égal à m fois 0 plus p. f de 0 qui est égal à p, c'est l'ordonnée à l'origine. On a ici, lorsque m est égal à 0, une fonction donc f qui a pour expression f de x égale 0 fois x, c'est-à-dire 0 plus p, c'est-à-dire f de x égale p, soit une fonction constante, quel que soit x, f de x est égal à p. C'est pour ça que j'ai une droite qui est horizontale, avec ici comme ordonnée à chaque fois la valeur p. Alors, dernier cas, m qui est strictement positif, on a démontré que à ce moment-là, la fonction f affine était strictement croissante. C'est pour ça qu'on a une droite qui, entre guillemets, monte. J'ai ici le point d'abscisse moins p divisé par m, qui a pour image donc 0, f de moins p divisé par m, qui est égal à 0, p qui correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire f de 0, l'image de 0. Et donc voilà, j'ai les trois situations possibles qui sont résumées ici. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre la notion de fonction affine. Et moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.